Je vais vous parler d'un livre que j'ai présenté lors du séminaire de la semaine dernière. Ce livre s'appelle L'Esprit organisé de Daniel Lévitine et je vais vous résumer un petit peu ce que j'ai évoqué plus longuement jeudi dernier. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchior pour l'entrepreneur. Tous les vendredis à 10h30, on va parler de sujets qui concernent les entrepreneurs. Ouais, tu vas bien. Daniel Lévitine, L'Esprit organisé, mettez de l'ordre dans vos idées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que Daniel Lévitine, c'est un spécialiste des neurosciences, c'est aussi un musicien, il a joué avec plein de grands musiciens célèbres, dont Sting, etc. Il est prof à Stanford et à l'université de McGill, et il a fait un TED que je vous propose d'aller voir à l'occasion, qui s'appelle « Comment rester calme quand vous savez que vous allez être stressé ». Et il fait 20 millions de vues avec ça, un petit peu comme nos chroniques chaque semaine. Donc, un camarade de YouTube qu'on aime beaucoup. De quoi veut-il nous parler dans ce livre? Il veut nous dire que nous ne sommes pas vraiment conscients des processus de décision du cerveau. Nous sommes persuadés que nous comprenons comment nous décidons, mais en réalité, nous ne sommes pas vraiment aux commandes de nos décisions. C'est assez choquant. Il va nous parler du problème majeur qui affecte notre capacité à décider. Il va nous dire comment les neurosciences peuvent nous aider à nous organiser. Et puis, il va nous parler de l'utilité du tiroir à bordel. Alors, cette idée que c'est moi qui décide, vous savez, elle est consubstantielle à la question de l'identité. Mais est-ce que c'est vraiment moi qui décide? D'abord, notre cerveau filtre l'information à travers un certain nombre de mécanismes inconscients et il rate des informations importantes. Quand je dis ça, tous les gens qui travaillent dans la résolution d'enquêtes, d'accidents ou criminels savent bien que rien n'est moins fiable que le témoignage d'un témoin. Hein. Pourquoi? Chacun a vu quelque chose et a encrypté dans sa mémoire, encodé dans sa mémoire ce qu'il croit avoir vu. Mais peut-être le savez-vous, chaque fois qu'on accède à un souvenir, eh bien, on le modifie un petit peu. Donc, chaque fois que vous repensez à ce bon moment que vous avez passé, par exemple, eh bien, dans votre mémoire, dans la manière dont le cerveau stocke cette information, c'est légèrement modifié. Et donc, ça devient de moins en moins fiable. Mais il n'y a pas que cette question-là. Ici, il est question que le cerveau, il a des circuits, d'après Daniel Lévitine, et pas que lui d'ailleurs, mais entre autres Daniel Lévitine, qui sont là pour capter l'information qu'il juge importante, et notamment l'information nécessaire à votre survie, hein, notre survie en tant qu'individu. Et donc, du coup, il ne voit pas 100% de ce qu'il y a devant lui, il choisit de voir un certain nombre de choses, déjà. Deuxièmement, la mémoire, après avoir vu quelque chose, on est avant la décision, hein, on a l'attention, on a la mémoire, et après on a la décision. La mémoire stocke des informations dans des processus très complexes. Hein. On ne sait pas exactement pourquoi telle mémoire va s'encoder de telle et telle manière. Et enfin, combien de fois ça vous est arrivé, le cerveau ne retrouve pas toujours l'information utile pour décider. L'auteur donne un exemple assez drôle. Il raconte qu'il a cherché ses clés pour fermer en partant de chez lui. Il était déjà un petit peu en retard pour un rendez-vous à l'université et il a cherché ses clés pendant un quart d'heure avant de s'apercevoir qu'elles étaient dans sa main gauche. C'est-à-dire que non seulement le cerveau ne voyait pas les clés qui étaient dans la main, non seulement le cerveau ne lui disait pas « tu serres quelque chose dans ta main gauche », mais en plus, il n'avait aucun souvenir accessible du fait de les avoir mis dans sa main gauche. Donc, comment décider dans cet environnement quand on a un cerveau qui est globalement peu fiable? Pire, notre cerveau est bombardé d'informations. Et notre cerveau, il a évolué à une époque où il n'y avait pas toute cette quantité d'informations autour de nous. Donc, elle a explosé au cours des dernières années. Hein, donc, il y a aujourd'hui tellement de choses qui sont en concurrence pour notre attention qu'on épuise nos cerveaux. Le cerveau, il fait ce qu'il peut
pour suivre, et il s'épuise rapidement. Et quand il s'épuise, c'est-à-dire en fait quand la quantité de glucose disponible pour faire fonctionner de façon biologique le cerveau diminue, la qualité de nos décisions s'effondre. Donc, Daniel Lévitine, dans son livre, explique quelles ont été les expériences que ses collègues des neurosciences et lui-même ont menées pour montrer que chaque fois qu'on prend une petite décision qui n'a pas d'importance, on épuise sa capacité à prendre des décisions importantes un peu plus tard. Alors, que dit-il? Il dit qu'on peut s'améliorer en se focalisant sur deux aspects, l'attention et la mémoire. Alors, préserver sa capacité d'attention, ça veut dire, pour lui, déplacer la surcharge d'informations hors de notre cerveau. C'est-à-dire ne rien garder en tête, puisqu'on voit que le cerveau est assez mauvais à faire ça. Donc, il dit, allez transporter l'information que vous souhaitez vers des extensions. Ces extensions, c'est votre calendrier, c'est un bloc-notes, c'est un ordinateur ou un téléphone mobile dans lequel nous notons ce que nous avons en tête. Et à partir du moment où c'est noté, même sur un post-it quelque part qui traîne sur votre bureau, c'est mieux que d'essayer de le garder en tête. C'est loin d'être suffisant, mais c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait quand on externalise la surcharge d'informations? On libère notre cerveau. Pour quoi faire? Pour traiter un seul sujet à la fois. On vous en a déjà souvent parlé. Le multitasking n'existe pas. Plus on est intelligent, plus on croit qu'on peut multitasker. C'est pas vrai. En fait, ce qu'on est juste bon, c'est juste à faire rapidement un petit bout d'une tâche, puis un petit bout d'une autre, de façon séquentielle, ce qui donne l'illusion du multitasking. Mais le cerveau, semble-t-il, c'est la conclusion de Daniel Lévitine et de nombreux de ses collègues, n'est pas en mesure de faire deux choses simultanément. Deuxième grande idée de Daniel Lévitine, il faut préserver sa mémoire. Et donc, il faut organiser son environnement pour soulager sa mémoire. Et là, il a une règle radicale. Il dit il faut faire des catégories et des emplacements dédiés pour chaque catégorie. Et donc, avoir un endroit désigné pour tout. Placer son parapluie toujours au même endroit. Placer ses baskets toujours au même endroit. Ranger ses CD d'une façon qui est toujours la même. Et c'est ainsi, dit-il, qu'on évite d'avoir recours à sa mémoire pour retrouver quelque chose. Et donc, il est un grand partisan du rangement radical, y compris dans le tiroir à bordel. Alors, si on se résume, une place fixe pour tout, c'est l'objectif à atteindre. Mais nous sommes tous différents. Donc, chacun va avoir son organisation, celle qui va lui convenir. Par exemple, vous le savez, j'aime bien cuisiner. Et donc, j'ai pris en photo mon tiroir à épices. Alors, mon tiroir à épices, peu importe d'ailleurs ce qu'il y a dedans, vous voyez que c'est dans ce tiroir que je range tous mes épices. Donc, quand je cuisine, je ne cherche pas où ils sont là. Maintenant, imaginons que je continue, c'est fort probable, à acheter de nouveaux épices et aromates. Alors, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Est-ce que je vais ranger les produits, si tout ne tient plus dans un tiroir, par ordre alphabétique? C'est une solution. Est-ce que je vais séparer les herbes et les poudres? C'est une autre solution, puisque vous voyez sur la partie droite de votre image, il y a le persil, il y a le cerfeuil, il y a plusieurs autres types d'herbes délicieuses, le romarin, voilà, et la sarriette à droite, et puis les poudres à gauche. Voilà. Bon, eh bien, si demain ça déborde, je pourrais par exemple prendre toutes les herbes et les mettre dans un tiroir pour garder un tiroir qui ne fasse que des poudres. Ça, c'est l'organisation tout au même endroit, et à l'intérieur de tout au même endroit, un certain ordre, le vôtre, celui qui marche pour vous. Et il y a d'autres exemples. Il y a un célèbre psychologue français qui s'appelle Jean Piaget, enfin qui s'appelait Jean Piaget, il est décédé, qui est l'inventeur des stades de développement de l'enfant. Et ça, c'est le bureau de Jean Piaget. Alors, la maison a été conservée après sa mort, il paraît qu'elle se visite, et donc, il y a un tombereau d'informations accumulées, et paraît-il, Jean Piaget retrouvait
sans aucun problème les éléments dont il avait besoin, le livre ou la thèse qu'il voulait retrouver, parce qu'il savait exactement, malgré cette apparence chaotique, il savait retrouver les éléments. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voyez la différence entre les deux approches. Et alors, à quoi sert le tiroir à bordel? Alors, le tiroir à bordel, je vous en ai mis quelques exemples parce qu'il existe un site web qui collecte les photos de tiroirs à bordel. Alors, la définition du tiroir à bordel, c'est l'endroit où on stocke tous les éléments qui n'ont pas un autre endroit pour être rangés. Ah. Donc, en fait, c'est très utile. Si ça n'est nulle part ailleurs, c'est dans ce tiroir-là. Et Daniel Lévitine donne l'exemple. Par exemple, vous avez fait repeindre la carrosserie de votre voiture et gentiment, votre carrossier vous a remis un petit pot de peinture qui a de la bonne couleur. Alors, si vous êtes un pratiquant du bricolage automobile, vous avez déjà un petit atelier avec plein d'éléments de bricolage, vous allez bien sûr poser le pot de peinture avec les différents outils et les différents éléments que vous utilisez pour bricoler votre voiture. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, si par exemple, comme Jean-Christophe, vous êtes même un peu incapable de dire quelle est la couleur de votre voiture, eh bien, vous avez le tiroir à bordel, il va vous sauver la vie. Parce que ce petit pot de peinture, qui est un objet unique, c'est-à-dire un objet que vous ne savez pas ranger, il est une catégorie en lui-même, à lui tout seul, eh bien, il va dans ce tiroir. Alors, Daniel Lévitine a fait l'inventaire des tiroirs de tous les copains profs de Stanford, et alors il a fait une liste assez savoureuse. Vous la lirez dans le livre si vous lisez le livre. Et notamment, il signale qu'il y a un stylo bleu, un stylo noir, tous les deux ne fonctionnant plus dans le tiroir à bordel de son collègue de bureau. En résumé, en conclusion, Daniel Lévitine nous propose de faciliter la vie à notre cerveau parce qu'on le surcharge, parce qu'il reçoit beaucoup trop d'informations pour fonctionner normalement. Et donc, il nous propose de travailler dans deux directions. Améliorer sa capacité d'attention. Et ça, c'est en externalisant l'information, c'est-à-dire de rien garder en tête et tout noter, tout externaliser. Et puis améliorer sa mémoire en créant des espaces dédiés qui fait qu'on va chercher la paire de ciseaux dans le pot à crayon parce que c'est la place dans laquelle on la range tout le temps et que c'est normal, c'est avec les fournitures de bureau sur votre bureau. Il suggère également de prendre des pauses régulières pour rafraîchir son cerveau. On vous l'a déjà recommandé, pas de réunion, pas de Zoom qui excède 45 minutes et le quart d'heure qui vous sépare de la prochaine tâche, eh bien, vous l'utilisez pour respirer, pour marcher un peu, pour boire un verre d'eau fraîche, ou pas trop. Si vous avez, en Chine, elle sera tiède, mais pour rafraîchir votre cerveau, c'est-à-dire lui permettre de réaborder la tâche suivante avec un petit peu d'énergie reconstituée. Et enfin, c'est très intéressant, avec ses collègues des neurosciences, il semble avoir prouvé que l'état de base du cerveau, c'est l'état de rêverie, c'est-à-dire ce moment où on ne fixe rien du regard, on prend une vision un peu générale de ce qui est devant soi et on laisse le cerveau traiter, processer tranquillement l'information. Donc ça peut être devant une rivière qui coule doucement, ça peut être devant la circulation qu'on voit passer, ça peut être simplement de regarder quelque chose sans le fixer. Et donc ça, c'était une surprise pour moi, cet état de rêverie, et je plongerai peut-être un peu plus dans la recherche de ses collègues et de Daniel Lévitine sur la rêverie. Il dit que c'est le moment où notre cerveau fonctionne le mieux. Et vous voyez, par rapport à notre vie de tous les jours, c'est pas ça qu'on impose à notre cerveau, c'est plutôt, au contraire, une espèce de suractivité. Encore une fois, plus on est intelligent, plus on est victime de ce syndrome de l'usage immodéré de notre cerveau. Voilà pourquoi je pense qu'il faut lire L'Esprit organisé de Daniel Lévitine. Alors, c'est 600 pages, donc si vous n'avez pas le courage de l'écouter, il existe quelques vidéos YouTube qui le présentent également. Et grâce à cette chronique, eh bien, vous en savez un petit peu plus sur ce très bon bouquin.
Voilà. Merci Patrick. Merci à vous. Bah, écoute, tu vois, je pense qu'on a bien fait de refaire cette vidéo. En même temps, cette vidéo va être publiée sur notre site, la vidéo du séminaire, mais je crois que c'est bien de l'avoir dans les chroniques parce que je trouve qu'elle a un vrai impact sur le quotidien. Cette idée de tout ranger, par exemple, est enfin, une idée qu'on oublie souvent. Ranger les Voilà. informations, ranger les emails qu'on a reçus, etc. Voilà. Et dans l'environnement physique, comme dans l'environnement effectivement informatique, ça paraît une dépense d'énergie inutile, puisque le moteur de recherche, finalement, permet d'accéder à l'information où qu'elle soit rangée. Mais en réalité, il dit que ça stocke cette information inutilement dans le cerveau, et donc ça mobilise des capacités cognitives qui n'ont pas besoin d'être mobilisées, qui ne sont donc plus disponibles, parce qu'elles sont mobilisées à quelque chose de trivial, elles sont plus disponibles pour des choses plus importantes. Voilà Je les crois que amis. Frédéric a mis en lien, pour ceux qui sont présents sur le Zoom, le lien vers la présentation de Daniel Levitine. Oui, et on pourra le mettre aussi dans les commentaires de la chaîne YouTube, dans les commentaires de la chronique, dans On va le quelques mettre jours. dans les commentaires, très bien. Oui, Frédéric, Marie Kondo a fait un succès mondial. Marie Kondo, c'est cet auteur qui a publié ce livre sur le rangement, qui vient un petit peu de l'art japonais du minimalisme. Donc, il y a deux grandes idées là-dedans, hein, celle du rangement et aussi celle du fait d'avoir le minimum de choses. Donc, euh, on peut bien sûr lire avec beaucoup de profit Marie Kondo. Là aussi, il y a de multiples vidéos et de multiples exégèses de Marie Kondo. Donc, vous n'êtes pas sans solution et euh, sans possibilité d'avoir accès à l'information sur ce livre. Euh, je dirais que la différence, c'est que Levitine ne dit pas qu'il faut minimiser l'information. Il dit qu'il faut juste bien la ranger. Donc, vous voyez, il y a deux grandes idées. D'abord, ranger, et puis après, peut-être, pourquoi pas ne pas en avoir autant. Très beau sujet de philosophie et d'hygiène personnelle.